Bonjour à tous, bienvenue voilà, sur cette visioconférence sur l'opération Papillon. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir accueillir Angélique Daubercy, chargée des observatoires de la biodiversité des jardins, donc à l'association Noé. Voilà. Donc je vais te laisser la main et puis je te laisse présenter voilà, donc, la science participative, Opération Papillon. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Frédéric, de m'avoir invité aujourd'hui et merci à tous d'être présents pour cette petite conférence. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'opération Papillon, qui est, comme disait Frédéric, un programme de sciences participatives qu'on porte chez Noé. Noé, donc c'est une association qui a été créée en 2001, qui est une association d'intérêt général et qui a pour mission de sauvegarder la biodiversité en France et à l'international. Ces actions reposent sur 4 grands piliers, à savoir reconnecter l'homme à la nature, donc c'est ce qu'on fait avec les sciences participatives, restaurer la biodiversité ordinaire et puis, on a également des actions à l'international avec de la protection d'espaces naturels et de la sauvegarde d'espèces menacées. Je vous ai mis quelques chiffres ici pour vous présenter un petit peu pourquoi est-ce que c'est important de sauvegarder la biodiversité. Tout simplement parce qu'elle est en déclin, donc on en entend pas mal parler, depuis plusieurs années maintenant. Et ici, je vous ai mis quelques chiffres pour recontextualiser un peu ce déclin, qui sont issus du bilan 2020 de l'Observatoire national de la biodiversité. Ce bilan nous a indiqué qu'on a 19 des espèces en France, donc France métropolitaine et outre-mer, qui sont menacées ou éteintes en 2020. On a également 3/4 des habitats d'intérêt communautaire et près des 2/3 des espèces d'intérêt communautaire qui sont dans un état de conservation défavorable. C'est ce qui est représenté ici sur le petit diagramme, à droite par les couleurs rouge et orange, donc ce sont les états défavorables de conservation. Et ce qu'on appelle espèces et habitats d'intérêt communautaire, ce sont des espèces et des habitats qui sont, indexés par la Commission européenne. Un dernier chiffre un petit peu marquant également, qui est la diminution de 23 des oiseaux communs spécialistes entre 1989 et 2017, donc un fort déclin là encore. Comme je vous le disais, chez Noé, on a pour but notamment de reconnecter l'homme à la nature à travers les sciences participatives. On porte 3 programmes, à destination de tout le monde. 2 programmes qui ont été créés avec le Muséum national d'histoire naturelle et qui concernent les papillons. Donc on a l'opération papillon dont on va parler un peu plus aujourd'hui et on a également le PROPAGE, protocole papillon gestionnaire, qui est à destination des professionnels gestionnaires des espaces verts dans les collectivités ou dans des entreprises. On a un troisième observatoire qui a été créé avec une autre unité de recherche qui s'appelle l'Observatoire de la biodiversité des forêts. Donc comme son nom l'indique, celui-ci s'intéresse exclusivement au milieu forestier. Aujourd'hui, on va parler des papillons et avant de rentrer dans le vif du sujet de notre programme de suivi, je vais vous parler un peu plus précisément de leur écologie, de leur biologie et on va faire un peu connaissance avec eux, on va voir pourquoi c'est important de les suivre et ensuite je vous présenterai un petit peu plus en détail l'opération papillon. Alors les papillons avant tout ce sont des insectes donc constitués d'un corps en 3 parties, la tête, le thorax et l'abdomen qui portent 3 paires de pattes articulées. Donc ça c'est les points communs entre tous les insectes. Au sein de ces insectes, ils font partie de l'ordre des lépidoptères, qui est caractérisé par 2 paires d'ailes qui sont recouvertes d'écailles. Donc vous pouvez voir ici sur la photo, c'est une aile de papillon, prise avec un zoom très fort qui permet de distinguer ces écailles et également si vous avez déjà touché un papillon et que vous avez eu de la poudre sur les doigts, bah, ce sont les écailles du papillon. La deuxième caractéristique de l'ordre des lépidoptères, c'est d'avoir un appareil buccal en forme de trompe en spirale, qu'on distingue ici sur le schéma et qui lui permet d'aspirer du liquide dont il va se nourrir. Schématiquement, on a tendance à distinguer, les papillons au sein des papillons, on a tendance à distinguer 2 groupes, papillons de jour et papillons de nuit. Ces appellations sont un petit peu trompeuses parce que effectivement, les papillons de jour vivent seulement le jour. Par contre, on a des papillons de nuit qui vivent aussi le jour. C'est pour ça que, de façon un peu plus rigoureuse, on les appelle rhopalocères pour les papillons dits de jour et hétérocères pour les papillons dits de nuit. Et pour les distinguer, le critère le plus fiable n'est malheureusement pas forcément le plus facile à observer, puisqu'il s'agit en fait de la forme des antennes. Chez les papillons de jour, les rhopalocères, on va avoir des antennes en massue. Donc vous voyez, c'est toujours des antennes qui sont très fines avec un renflement bien marqué à l'extrémité, alors que chez les hétérocères, on va avoir tout autre type de forme d'antenne. Donc soit des antennes en forme de fil, soit des antennes en forme de crochet. Ça peut être également des antennes plumeuses. Les rhopalocères correspondent à 250 espèces, en France et les hétérocères correspondent à plus de 5 000 espèces en France. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, quand on connaît pas forcément les papillons, on n'a pas forcément conscience
que les hétérocères représentent vraiment la grande majorité des papillons en France et même partout dans le monde d'ailleurs, on retrouve ces proportions-là. Les papillons, qu'ils soient de jour ou de nuit, ont tous pour caractéristique d'avoir un cycle de vie qui est complexe et qui passe par 4 stades très distincts et très différents, donc œuf, chenille, chrysalide et papillon. Je vais prendre un petit peu de temps pour les détailler et vous expliquer un petit peu ce qui se passe sur chacun de ces stades. Le premier stade, donc, c'est le stade d'œuf. Les œufs sont pondus sur des plantes hôtes qui varient selon les espèces. C'est-à-dire que chaque espèce, en fait, va avoir un certain nombre de plantes hôtes qui va être liées à cette espèce de papillon. Ça peut être une seule plante chez certaines espèces, et puis on a d'autres papillons qui vont pouvoir pondre sur quelques plantes différentes. À chaque ponte, la femelle va pondre entre 100 et 300 œufs chez les papillons de jour. Ils peuvent être pondus soit de façon isolée, comme c'est le cas ici avec cet œuf de macaron, soit de façon groupée, comme c'est le cas ici avec cette ponte de gazé. Et on voit bien qu'on a des formes d'œufs qui peuvent être très différentes selon les espèces. Au sein de ces œufs, qu'est-ce qui se passe? Et bien, en fait, ça va être le siège de la division cellulaire, puisqu'on va passer d'un ovule fécondé à une chenille. Et l'éclosion va avoir lieu au bout de quelques jours à quelques semaines selon l'espèce et selon les conditions météo. Globalement, plus il fait chaud, plus ça va aller vite. Ou alors, ça peut même prendre tout un hiver, puisqu'on a certaines espèces qui vont passer l'hiver sous le stade d'œuf. Lorsque l'œuf arrive à maturité, il va donc éclore pour donner naissance à une chenille. La chenille correspond donc au stade larvaire du papillon. Et ses deux grands objectifs dans sa vie de chenille, ça va être de manger pour grandir. Donc c'est vraiment le stade de la croissance. En termes de nourriture, la chenille elle va se nourrir principalement de sa plante hôte, mais chez certaines espèces, elle va aussi pouvoir manger des graines vertes ou des bourgeons floraux, par exemple. Et en termes de croissance, en fait, elle va grandir par mue. Elle va effectuer généralement 4 à 7 mues au long de sa vie de chenille, et son poids initial peut être multiplié son poids initial peut être multiplié par 1000. Donc c'est vraiment une croissance très très importante. Ici, je vous ai mis des photos de la chenille de macaon. Donc quand elle sort de l'œuf, on voit qu'elle est vraiment toute petite et toute noire. Au bout de quelques mues, elle va avoir cet aspect noir avec des taches oranges et une grosse tache blanche. Ça, c'est une jeune chenille de macaon. Et puis, après encore quelques mues, elle va arriver à sa forme mature, donc sa forme la plus âgée, où elle va être de ce joli vert pomme assez caractéristique de cette espèce, avec des taches noires et oranges. Ce stade, encore une fois, il a une durée qui est tout à fait variable, comme je vous le disais, selon les espèces et les conditions, de quelques semaines à plusieurs mois, dans le cas où le papillon passe l'hiver sous cette forme-là. Je vous ai mis ici sur cette diapo quelques exemples de chenilles pour vous montrer encore une fois la diversité des formes et des couleurs qu'on peut avoir chez ces chenilles, avec le papillon adulte qui lui correspond. On a différentes stratégies chez les chenilles pour éviter les prédateurs et ça passe justement par la diversité de ces aspects. Donc chez le macaon, par exemple, on va plutôt avoir une stratégie de couleur vive. La couleur vive, très souvent chez les animaux, c'est un signe de toxicité. Donc du coup, c'est quelque chose qui est dissuasif pour les prédateurs. On a également d'autres chenilles, comme celle du gazé ici ou celle du pan du jour, qui vont avoir des poils ou des piquants. Elles sont pas forcément urticantes, ça peut arriver, mais c'est pas parce qu'une chenille est poilue qu'elle est urticante. Mais dans tous les cas, c'est aussi des moyens de se défendre contre les prédateurs. Et puis, on a une autre stratégie qui va être plutôt celle du cuivré commun, par exemple, qui est le camouflage. Donc, comme vous le voyez ici, la chenille du cuivré commun, elle peut vraiment passer complètement inaperçue sur une feuille. Et du coup, c'est comme ça que le cuivré va éviter la prédation, ou en tout cas réduire la prédation. Avant de passer au stade suivant, j'avais envie de vous faire un petit focus sur un phénomène qui existe chez quelques espèces de papillons de la famille des licènes bleus. Donc les licènes bleus, ce sont ces petits papillons. Les mâles ont souvent le dessus des ailes qui est bleu, d'où le nom. Et en fait, chez ces licènes, on a beaucoup d'espèces qui ont des liens privilégiés avec des espèces de fourmis. C'est ce qu'on appelle la myrmécophilie. Donc myrméco, c'est ce qui correspond à fourmi, et philie parce qu'ils les aiment, donc association chenille-fourmi. Et ces associations peuvent prendre la forme de mutualisme ou de parasitisme. Alors le mutualisme, qu'est-ce que c'est? C'est une relation qui a lieu entre deux êtres vivants et qui est positive pour les deux, c'est-à-dire que les deux y trouvent un gain. Dans le cas de notre association papillon-fourmi, la plupart du temps, le mutualisme est facultatif, c'est-à-dire que si le papillon ne trouve pas de fourmis, il va quand même pouvoir se développer et arriver à son stade adulte. Mais on a quand même quelques cas où ce mutualisme devient obligatoire, c'est-à-dire que si les fourmis n'est pas présente dans l'écosystème, eh bien la chenille ne pourra pas arriver à son stade adulte. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cette relation donnant-donnant entre les deux espèces? Eh bien, les chenilles vont produire un liquide sucré, un miella, qui vont servir de nourriture aux fourmis.
Et en échange, les fourmis vont protéger leurs chenilles contre les prédateurs et les parasites et vont donc lui garantir plus de chances d'arriver au stade adulte. On a quelques espèces pour lesquelles cette relation n'est pas un mutualisme, donc on n'est pas sur du donnant-donnant, on est sur un parasitisme, c'est-à-dire un donnant-perdant. Et dans ce cas, en fait, la chenille va être carrément élevée à l'intérieur des fourmilières. Les fourmis vont nourrir la chenille avec la bouillie qui est destinée à leurs larves normalement. Donc là, on comprend bien que la chenille va prendre de la ressource à la fourmilière. Et en échange, eh bien, la chenille ne va même pas produire de miel. Donc on n'aura vraiment aucun retour positif pour les fourmis. Par contre, on aura même un retour négatif pour elles puisqu'elles vont perdre de la ressource qui est destinée normalement à leurs larves. Pourquoi est-ce que je vous ai présenté cette association chenille-fourmi au-delà du fait que je trouve ça complètement fascinant? C'est parce que ça illustre bien l'importance en fait d'avoir un écosystème qui est vraiment fonctionnel. Puisqu'on a certains papillons, comme je vous le disais, qui sont liés à des plantes très précises, on en a d'autres qui sont liés également à certaines fourmis. Donc c'est vraiment, ça montre l'importance de protéger l'environnement dans son ensemble si on veut pouvoir protéger ces espèces de papillons, par exemple. Lors de la dernière mue de la chenille, lorsqu'elle arrive à la fin de son stade de chenille, elle va se transformer en chrysalide. La chrysalide, donc c'est le cocon en fait, qu'on j'ai illustré ici avec deux espèces, le macaon et le gazé, et que vous voyez, encore une fois, on a une diversité de formes et de couleurs qui est vraiment assez marquée. Et donc ici, ce sont des chrysalides qui s'accrochent à la végétation, mais il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas. Elles peuvent aussi s'enfouir dans le sol ou bien rester tout simplement posées à terre. Encore une fois, la durée de ce stade, il est différent selon les espèces. Ça peut durer quelques jours à quelques mois s'ils passent l'hiver sous cette forme. Et puis, alors, à l'intérieur de cette chrysalide, il va se passer un phénomène assez incroyable qui est la métamorphose. En fait, la chenille va libérer des enzymes qui vont digérer ces tissus. Donc, elle va se retrouver à un espèce d'état de bouillie cellulaire indifférenciée. Et on va avoir une redifférenciation des cellules pour avoir un remaniement des organes et donner un papillon. Donc, par exemple, on va avoir l'apparition des ailes, on va avoir une diminution de la taille de l'estomac, l'apparition des organes reproducteurs et également le changement de l'appareil buccal, puisqu'on va passer d'un appareil qui était broyeur, avec des mandibules qui permettaient de manger des végétaux, à un appareil qui va être suceur, c'est-à-dire une trompe qui peut aspirer du liquide. Lorsque la longueur du jour et la température seront optimales pour l'émergence, il va y avoir une sécrétion hormonale qui va donc déclencher cette émergence, c'est-à-dire que la chrysalide va se fendre sur le dessus, donc au niveau de la tête, et le papillon va pouvoir s'en extirper, comme vous pouvez le voir ici sur les photos de cette émergence de gazé. Il faut savoir que juste après l'émergence, c'est un moment où le papillon est très vulnérable, puisque comme vous le voyez, il a ses ailes qui sont fripées, qui sont encore un peu mouillées. Et donc, il va falloir qu'il attende un petit peu en restant posé, que ses ailes se déploient et qu'elles sèchent. Donc, c'est vraiment un moment où il est plutôt vulnérable à la prédation. Comme je vous disais également, l'alimentation chez le papillon adulte est très différente de celle de la chenille. Donc, il se nourrit grâce à sa trompe de liquide nutritif. La plupart du temps, ça va être le nectar des fleurs, donc le liquide sucré qui est à l'intérieur de la corolle des fleurs. Mais selon les espèces, ils peuvent également se nourrir de fruits mûrs. Ça va être le cas souvent des espèces qu'on retrouve à l'automne, qui vont se nourrir des fruits, par exemple, qui sont tombés au sol, qui ont commencé un petit peu à fermenter. Jusqu'à l'automne, on a quand même moins de fleurs, donc c'est vraiment les fruits mûrs, c'est une ressource de choix pour les papillons automnaux. Et on peut avoir d'autres espèces de papillons qui vont aussi pouvoir se nourrir, par exemple, de la sève des arbres. Lorsque les arbres ont une plaie et qu'on a la sève qui suinte, ça aussi, ça peut être un liquide nutritif pour les papillons. Et puis, à noter que certaines espèces ne se nourrissent pas. Ça, c'est le cas de certaines espèces de papillons de nuit qui sont en fait complètement dépourvus de pièces buccales, donc ils n'ont pas la fameuse trompe caractéristique des papillons, parce qu'en fait, leur seul objectif dans leur vie de papillon adulte, ça va être la reproduction. Donc la reproduction et perpétuer l'espèce, c'est vraiment le grand objectif du papillon adulte. Et ils peuvent avoir différentes stratégies pour cette reproduction. On a des espèces de papillons qui sont territoriales, c'est-à-dire que les mâles vont garder un petit territoire. Ils vont souvent se positionner un peu en hauteur, donc soit au sommet d'un arbre ou d'un buisson, ou bien sur un promontoire sur le terrain de leur territoire. Et ils vont chasser tous les autres mâles qui vont vouloir intégrer ce territoire pour le réserver aux femelles. On a d'autres espèces qui, pour le coup, ne présentent pas du tout ce comportement territorial. Et sur ces espèces-là, on va plutôt avoir un comportement de patrouille des mâles, c'est-à-dire qu'ils vont sillonner les territoires favorables à la recherche de femelles.
Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a des phénomènes de parade nuptiale chez les papillons. C'est quelque chose qui est quand même assez peu connu. En général, les parades nuptiales, on voit souvent les oiseaux, mais les papillons font également des parades. Au niveau des papillons de jour, le rôle de la vue n'est pas à négliger puisque les mâles cherchent les femelles à vue. Et lorsque les partenaires seront en contact, c'est à ce moment-là que l'odorat va prendre le relais avec des sécrétions phéromonales de la part des deux partenaires qui va guider derrière les étapes de la parade jusqu'à l'accouplement. Et l'accouplement, selon les espèces et selon les conditions, peut durer de quelques minutes à plusieurs heures. Suite à l'accouplement, la femelle va aller pondre ses œufs sur sa plante hôte, comme on l'a vu au début de la présentation, et on va pouvoir recommencer un nouveau cycle avec une nouvelle génération. Vous vous demandez peut-être comment est-ce que les femelles font pour savoir qu'elles sont sur la bonne plante au moment où elles vont pondre. En fait, au niveau de leurs pattes, elles ont une espèce de petite griffe qui est juste à côté d'une touffe de poils qui permet de détecter les molécules chimiques qui se dégagent d'une plante. Donc lorsqu'elles se posent sur une plante, elles vont la griffer et les poils vont pouvoir détecter si cette plante c'est la bonne ou pas. Et c'est comme ça qu'elles vont réussir à trouver leur bonne plante hôte. Les papillons adultes, comme pour les autres stades, peuvent vivre de quelques jours dans le cas où ces papillons sont seulement dédiés à la reproduction et ils ne se nourrissent pas, comme ce que je vous disais tout à l'heure, à plusieurs mois dans le cas où ils passent l'hiver à ce stade-là. Et pour les papillons qui passent l'hiver en forme adulte, on a différentes stratégies qui vont leur permettre de résister aux températures froides. Ils vont pouvoir hiberner, donc ils vont s'abriter souvent dans des anfractuosités, par exemple dans un mur de pierre sèche qui n'est pas cimenté, ils vont pouvoir se glisser entre les pierres. Ils peuvent également se mettre dans des granges ou dans des garages, donc pour se protéger un peu du froid, et vont passer l'hiver sous cette forme-là. Ces papillons qui passent l'hiver à l'état adulte, c'est souvent ceux-là qu'on voit en premier émerger au printemps dès qu'il commence à faire un peu beau. Ce sont donc du coup des papillons adultes qui se sont réveillés avec la chaleur. Et puis on a une autre stratégie pour passer l'hiver qui est celle de la migration. Donc encore une fois, la migration, c'est une stratégie qui est assez répandue et qu'on connaît bien chez les oiseaux, mais les papillons aussi sont des migrateurs, enfin peuvent être des migrateurs. Sous nos contrées, on a notamment le Vulcain et la Belle Dame qui font des migrations de l'Afrique à l'Europe, donc ils traversent la Méditerranée 2 fois par an pour passer l'hiver en Afrique et les beaux jours plutôt dans le nord de l'Europe. Tout comme pour les autres stades, les papillons adultes présentent une diversité de formes et de couleurs assez incroyable, donc on connaît tous, je pense. Et ici, j'ai quand même voulu vous mettre quelques exemples de variabilité d'aspect au sein d'une même espèce. C'est quelque chose qui est intéressant à savoir quand on commence à s'intéresser un peu à l'identification des différentes espèces. On peut avoir pour une seule espèce différentes formes, différentes couleurs. On peut avoir notamment des dimorphismes sexuels, c'est-à-dire que le mâle et la femelle ne vont pas se ressembler. C'est le cas des listènes bleues dont on a parlé tout à l'heure avec les fourmis. Donc vous voyez ici, je vous ai mis un exemple assez flagrant avec le mâle qui a ce dessus des ailes, pardon, très bleu, alors que la femelle est marron. Et on a également des variations qui peuvent être saisonnières. Il faut savoir que les papillons peuvent avoir plusieurs générations par an, c'est-à-dire que le cycle de vie qu'on vient de voir en détail peut avoir lieu une fois au printemps avec des émergences de papillons adultes au printemps. Et puis ce papillon adulte va se reproduire, va pondre et on va avoir une deuxième émergence de papillons adultes à l'été. De cette façon, on peut avoir 3 ou 4 générations par an selon les espèces et la localisation. Et on a chez certaines espèces une variabilité de l'aspect entre les générations qui sont printanières et les générations qui sont estivales. Je vous ai mis ici l'exemple le plus marqué de cette variabilité saisonnière avec la carte géographique. La forme printanière est orange, donc c'est celle qui est ici à gauche, tandis que la forme estivale est noire, c'est celle ici à droite. Et ici, vous voyez, c'est assez flagrant. Si on n'est pas au courant qu'il s'agit de la même espèce, on peut tout à fait se tromper lors de nos identifications. Maintenant qu'on a fait un petit peu connaissance avec la biologie de nos papillons, on va s'intéresser à leur rôle dans les écosystèmes. Il faut savoir qu'ils ont des rôles très importants, à commencer par le rôle de pollinisateur. Donc la pollinisation, c'est ce qui permet aux plantes de se reproduire et d'avoir des graines et des fruits. Et elle peut être aidée par des insectes. Donc souvent, quand on dit pollinisateur, on pense abeilles, mais les papillons aussi peuvent être des bons pollinisateurs. Chez les papillons de jour, l'efficacité de la pollinisation est assez différente selon les familles. On en a certains qui vont être des très bons pollinisateurs et d'autres qui vont être ce qu'on appelle des voleurs de nectar, c'est-à-dire qu'ils vont réussir en fait à se nourrir du nectar qui est au cœur de la fleur sans récupérer de grains de pollen sur eux et du coup sans les disperser les grains de pollen entre les fleurs. Eux, ce ne sont pas des très bons pollinisateurs. Ça dépend de la famille.
Les papillons de nuit, par contre, sont souvent de très bons pollinisateurs. Donc, mis à part, bien entendu, ceux qui ne se nourrissent pas, mais ceux qui ont bien un appareil buccal vont souvent avoir un rôle très important dans la pollinisation, et notamment parce qu'ils vont polliniser des plantes qui ne sont pas pollinisées le jour. Donc voilà, c'est un rôle qui est assez méconnu, mais qui est quand même très important à prendre en compte. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a certaines plantes qui ont vraiment évolué, qui se sont adaptées à la pollinisation par les papillons. Au niveau de la forme de la corolle, très souvent, les plantes qui sont pollinisées par les papillons vont avoir une forme un peu plus allongée, qui en fait est adaptée à la taille de la trompe du papillon qui va venir butiner le nectar à l'intérieur. Et puis, on a également remarqué qu'on a une production de pollen et de nectar qui est adaptée au comportement alimentaire des papillons. Pour vous donner un exemple, en fait, par rapport à une fleur qui serait pollinisée par des abeilles, les abeilles se nourrissent de nectar et de pollen, alors que les papillons se nourrissent uniquement de nectar. Donc les fleurs qui sont pollinisées par les papillons vont produire plus de nectar pour être plus attractives et moins de pollen pour produire uniquement le nécessaire en fait à la pollinisation. Alors qu'une fleur qui est pollinisée par des abeilles va produire un peu moins de nectar puisque c'est pas la seule ressource alimentaire de l'abeille, mais par contre elle va produire plus de pollen pour permettre à l'abeille de se nourrir et également de polliniser les autres plantes. Au-delà de ce rôle de pollinisation, le papillon a également un rôle dans la chaîne alimentaire, puisque c'est une source de nourriture pour de nombreux autres animaux et à tous les stades. Donc, ils peuvent être prédatés par d'autres invertébrés, comme des araignées, comme sur la photo ici, ou des coléoptères qui ici se nourrissent d'une chenille. Ils peuvent être prédatés par des oiseaux, par des reptiles, par des mammifères, etc. Et ils peuvent également être parasités au stade œuf, chenille et chrysalide. Le parasitisme, cette forme de parasitisme, je vais vous l'expliquer rapidement. En fait, c'est souvent, des diptères, donc des mouches ou bien des espèces de guêpes qui vont parasiter les œufs, les chenilles ou les chrysalides en pondant à l'intérieur. Les larves vont se développer directement dans l'œuf, la chenille ou la chrysalide et vont tuer en fait leur hôte et elles vont ensuite pouvoir émerger, en guêpes ou mouches adultes. Dit comme ça a l'air assez horrible. Mais je vous rappelle quand même qu'on avait 100 à 300 œufs de papillons qui étaient pondus à chaque, ponte par chaque femelle. Donc ce type, en fait, de régulation par des parasitoïdes, ça permet tout simplement de réguler les populations de papillons et dans un écosystème qui est sain avec, un équilibre entre les espèces, bah, c'est tout à fait normal et tout à fait bénéfique d'avoir ce type de régulation-là. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux papillons dans le cadre de suivi et notamment de suivi participatif? Eh bien, tout simplement pour commencer parce que les papillons, ce sont des bons indicateurs de la qualité d'un écosystème. Donc, comme on l'a vu, leur cycle de vie il est complexe et il est rapide puisqu'ils peuvent en avoir plusieurs par année. Ils ont des liens spécifiques avec leurs plantes hôtes et puis également des fois avec d'autres espèces comme les fourmis. Et enfin, ils sont sensibles aux perturbations. Tout ça nous permet en fait d'extrapoler que lorsqu'on a un milieu qui présente une bonne diversité en papillons et une bonne abondance de papillons, c'est un milieu qui va être en bonne santé, qui va bien fonctionner. Inversement, si on a un milieu sur lequel on a peu d'espèces de papillons différentes et peu de papillons par espèce, là on a en droit de s'interroger sur la santé et la fonctionnalité de notre écosystème. Et puis, également une donnée d'importance qui nous pousse à continuer nos suivis de papillons, c'est qu'eux aussi sont en déclin. Donc ça rejoint ce que je vous disais, au début de la présentation. Là, je vous ai mis un chiffre qui est issu d'un indicateur des papillons de prairie en Europe, qui a montré qu'entre 1990 et 2017, on a une diminution de 39 de ces espèces de papillons de prairie. Donc, les suivis de papillons peuvent se faire à différentes temporalités et ont différentes utilités. Donc, comme je vous le disais, ils vont nous permettre d'évaluer les tendances des populations en elles-mêmes. Donc, vraiment savoir telles espèces de papillons, est-ce qu'elles se portent bien, est-ce qu'elles sont en augmentation ou est-ce qu'au contraire elles sont sur le déclin et est-ce qu'il faut prendre des mesures de conservation pour les protéger. Ces études de tendance de population demandent vraiment d'avoir un recul en fait au niveau du temps d'analyse qui est important. On considère en général qu'il faut à peu près 10 ans de recul pour avoir une tendance qui est fiable. C'est pour ça que c'est important pour nous qui mettons en place des suivis d'avoir des participations qui sont répétées et qui sont fidèles et qui durent dans le temps. On peut également analyser d'autres paramètres qui ne vont pas nécessiter autant de temps de suivi. Par exemple, l'impact des activités humaines. On peut étudier assez simplement l'impact, par exemple, des pesticides ou de l'urbanisation. Et pour ça, il nous suffit d'avoir beaucoup de points différents pour faire des comparaisons avec différents niveaux d'impact et voir si on a des jardins, par exemple, qui auront
plus de papillons selon qu'ils utilisent moins de pesticides, par exemple. Et c'est ce genre d'analyse-là qu'on a réussi à faire grâce aux données issues de l'opération Papillon, dont je vais vous parler tout de suite. Donc, l'opération Papillon, c'est un des principaux observatoires de sciences participatives en France. Il a été créé en 2006 par Noé et par le Muséum national d'histoire naturelle, et ça a été en fait le premier observatoire en France à destination du grand public. Jusqu'ici, les observatoires étaient plutôt dédiés aux naturalistes, donc les personnes qui connaissent déjà bien les espèces. Et avec cet observatoire-là, on a voulu l'ouvrir vraiment à tout le monde, des personnes qui n'avaient pas de connaissances préalables sur les papillons. Depuis 2006, on a plus de 10 000 personnes qui ont participé et qui ont compté plus de 1,8 million de papillons. Et en termes de résultats, on a 7 publications scientifiques qui sont sorties et une thèse qui a utilisé notamment ces données-là pour ces études. Donc là, je vous ai mis un exemple de résultats qu'on a pu obtenir justement sur l'impact des pesticides sur les papillons dans les jardins. Et en fait, les chercheurs ont pu montrer que l'utilisation d'au moins un pesticide réduisait drastiquement et de façon significative l'abondance moyenne de papillons dans les jardins. Donc, c'est ce qu'on voit sur le graphique qui est juste là. Un deuxième grand intérêt de l'opération papillon, au-delà du fait de pouvoir suivre les papillons et faire des études, c'est que c'est un superbe outil pour sensibiliser les participants et également un moteur pour changer les comportements. Ça, c'est quelque chose qui a été prouvé par un article qui est sorti en janvier 2020. Les équipes de chercheurs se sont intéressées à 2 pratiques de jardinage, la ressource en nectar disponible dans le jardin et l'utilisation de pesticides. Et ils ont trouvé des corrélations entre pratiques de jardinage et durée depuis laquelle les personnes participaient au suivi. Ce qu'ils ont montré, c'est que les personnes qui participent depuis plus longtemps ont des pratiques plus favorables. Donc, elles ont plus de plantes nectarifères dans leur jardin et elles utilisent moins de pesticides. Et ça, en fait, c'est la première fois qu'on a eu une étude à cette ampleur, en fait, qui nous a montré qu'au-delà de la sensibilisation, un programme de sciences participatives peut entraîner un changement de comportement en faveur de la biodiversité. Donc, on était vraiment ravis, en fait, de voir cette étude-là. Si ce protocole vous intéresse et que vous voulez essayer de le mettre en place chez vous, sachez que le protocole est vraiment simple à mettre en place. Il a été fait pour faciliter la participation du plus grand nombre. Toute l'année, vous pouvez sortir dans votre jardin, sur votre balcon ou bien dans un parc public. Ça peut aussi se faire en ville si vous n'avez pas de jardin ni de balcon. Et vous allez compter pour chaque espèce le nombre maximum d'individus que vous voyez en même temps. Vous pourrez identifier les espèces grâce aux outils qu'on met à votre disposition et que je vous détaillerai juste après. Et puis ensuite, pour chaque semaine d'observation, vous noterez le nombre de jours pendant lequel vous avez fait des observations. Lorsque vous saisirez vos données, vous saisirez pour chaque semaine le nombre maximum d'individus que vous avez vus en même temps pour chaque espèce. L'intérêt, enfin tout l'avantage en fait de ce protocole, c'est qu'il est très souple au niveau du temps que ça vous demande et de l'investissement en temps que ça vous demande. C'est-à-dire qu'on ne vous impose pas de nombre de semaines d'observation, vous n'êtes pas obligé d'observer toutes les semaines, vous pouvez faire ça tout à fait ponctuellement. Pour chaque semaine, vous êtes libre d'observer le nombre de jours que vous voulez. Et pour chaque jour d'observation, on n'impose pas non plus de minimum de temps d'observation. L'idée étant vraiment de s'adapter à tout le monde en fonction du temps qu'on souhaite investir et qu'on peut investir dans l'observation des papillons. Comme je vous disais, on a créé de nombreux outils pour aider la participation et notamment l'identification. Donc tous ces outils, vous pouvez les retrouver sur le site Sciences participatives au jardin. On a des fiches de comptage, des fiches d'identification, des fiches de confusion. On a également un petit poster papillon et chenille qui existe, que vous pouvez trouver en format PDF sur le site et que vous pouvez nous demander pour un format papier. On l'envoie gratuitement contre une enveloppe timbrée. Et puis, on a aussi un petit guide papillons des jardins, des prairies et des champs. Pareil, le PDF est disponible gratuitement et vous pouvez nous le commander, on le vend à petit prix, en format papier si ça vous intéresse. On a également quelques outils digitaux, donc un forum de discussion qui s'appelle Papillons et Jardins, sur lequel en fait vous pouvez poster des photos de vos observations, soit pour simplement les partager, soit pour demander de l'aide sur les identifications. Et du coup, vous pouvez rencontrer une communauté de naturalistes amateurs qui sont très passionnés. Et si vous vous intéressez à d'autres espèces que les papillons, vous pouvez aussi y aller, puisque depuis, ça s'est pas mal élargi et on traite un petit peu de tout. On propose également des lettres d'information qui sont envoyés une fois par mois à nos sympathisants et qui présentent les actus du programme, les actualités des partenaires et également des articles un peu plus creusés sur des thématiques liées à nos observatoires.
Enfin, donc, je vous ai remis ici l'adresse du site Sciences participatives au jardin qui regroupe toutes les ressources. La petite nouveauté de l'année 2021, c'est une application smartphone qu'on a créée qui s'appelle Papillon Online et qui est en fait une application pour vous aider à déterminer les papillons. Elle reprend le contenu du guide papillons des jardins, des prairies et des champs. Donc vous avez dans cette appli 52 fiches espèces de papillons assez communs en France métropolitaine, un petit guide pas à pas, donc sous forme en fait de clés d'identification pour vous aider à déterminer votre espèce, et une fonctionnalité de carnet d'observation sur laquelle vous pouvez enregistrer les espèces que vous avez vues, un petit peu comme sur un carnet de terrain. L'idée étant de vous permettre d'avoir toutes ces infos directement sur votre téléphone. Si jamais vous avez oublié votre guide ou votre carnet, ben, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas identifier les papillons que vous voyez. Cette appli, elle est disponible gratuitement sur Android et iOS, si ça vous intéresse. Pour terminer la présentation, je vais vous faire un tout petit focus sur le bilan 2020 de l'opération Papillon qu'on a sorti il y a peu de temps en termes de participation et d'espèces qui ont été les plus vues et les moins vues. Au niveau de la participation en 2020, ben, on a été très satisfait de ces chiffres puisqu'on a une participation qui est accrue. On a eu 1116 personnes qui ont envoyé au moins une donnée en 2020, dont 487 nouveaux observateurs. Donc vraiment beaucoup de nouvelles personnes qui ont découvert cet observatoire. On espère les retrouver l'année prochaine. Et au total, ces participants ont compté plus de 86 000 papillons. Et en dessous, je vous ai remis les chiffres depuis 2006 pour indication. Donc plus de 10 000 participants, plus de 1,8 million de papillons comptés. Et un petit chiffre assez anecdotique, mais assez amusant, qui est 6 participants fidèles depuis 14 ans. Donc on a 6 personnes qui nous suivent depuis le début et qui ont participé assidûment toutes les années. Et comme je vous le disais, ça c'est vraiment important pour nous parce que c'est des études sur la durée qui vont pouvoir nous permettre d'évaluer des tendances des populations. Un petit focus sur le confinement printanier de l'année dernière qui nous a tous marqués et qui a vu un record de participation pour l'opération Papillon, mais pas que, puisque globalement, c'est quelque chose qui a été vu pour tous les programmes de sciences participatives qui peuvent se faire à la maison. On a une augmentation et un record de participation pendant les 2 mois de printemps, donc de mars à mai. En plus, on a eu un printemps absolument magnifique l'année dernière, qui était vraiment propice à ce type d'observation. Et vous voyez que par rapport à 2019, qui est la courbe en orange, on a eu à peu près un tiers de participation en plus en 2020. Donc on espère maintenant que l'année prochaine, que cette année, cette participation va se renouveler, malgré le printemps un petit peu moins favorable. Au niveau des espèces qui ont été les plus observées, voici notre top 5 des espèces les plus observées l'année dernière, avec en tête et largement en tête le groupe des pierrites blanches. Alors, les pierrites blanches, il s'agit d'un groupe qui regroupe plusieurs espèces. Au sein de l'opération Papillon, on a pris ce parti de regrouper des fois certaines espèces dans des groupes parce que ce sont des espèces qui peuvent être un peu compliquées à différencier entre elles. Donc, pour garder un protocole accessible à tous, on a regroupé. C'est le cas des pierrites blanches, c'est aussi le cas des lycènes bleues, et ça explique que ces espèces soient en tête dans les observations, puisque forcément, en regroupant les espèces, on maximise les chances d'en voir. Une autre explication qui fait que ce sont des espèces très très présentes, c'est tout simplement que ce sont des espèces généralistes, c'est-à-dire qu'elles peuvent vivre un peu dans tout type de milieu. Elles n'ont pas d'exigences très particulières. Elles n'ont pas forcément une seule plante hôte, mais peuvent pondre sur différentes plantes. Et puis, ce sont des espèces qui sont assez communes en ville. Donc, je pense par exemple ici au tyrcis. C'est une espèce en fait qui s'accommode très bien de la perturbation induite par l'urbanisation, comme par exemple la fragmentation des milieux. Donc, ce sont des espèces qu'on retrouve même dans des milieux qui peuvent sembler assez défavorables aux papillons. Pour les espèces les moins observées, eh ben, en fait, on a le constat inversé, c'est-à-dire que les espèces qui sont les moins observées sont des espèces qui sont plutôt spécialistes, donc inféodées à un type de milieu particulier. Par exemple, l'apollon ou le groupe des moirés, ce sont des espèces montagnardes. Donc déjà, elles ne sont pas partout présentes en France, donc pas tout le monde peut avoir la chance de les voir. Et puis en plus, elles vont être assez localisées et inféodées à des milieux précis. Le grand nègre des bois ici, par exemple, et le morio sont plutôt des papillons forestiers, donc c'est tout à fait normal aussi qu'on les retrouve pas forcément dans les jardins. Avant de finir cette présentation et de passer aux questions, je voulais vous faire une petite annonce parce qu'en fait, cette année, notre observatoire a 15 ans et on va fêter ces 15 ans avec une webconférence qui aura lieu probablement autour du 23 juin. Donc cette webconférence, ça sera l'occasion de présenter les résultats qu'on a obtenus depuis 15 ans,
On vous présentera également des premières courbes de tendance d'évolution des papillons depuis 15 ans. Et puis, on aura également quelques intervenants extérieurs qui pourront nous parler encore de ces merveilleux papillons. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à suivre les actus de Noé et de Viginature, puisque cette conférence sera organisée en partenariat avec Viginature. Pour vous inscrire, ce sera ouvert à tous. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, on peut passer aux questions s'il y en a. Merci Angélique Daubercy, donc de l'association Noé, donc qui nous a présenté effectivement ce très beau diaporama. Donc, il nous a bien